Dieu sait ce qui s'est passé ici avant nous. Ils ont ouvert cette porte et des corps sont carrément tombés. Je peux les entendre crier. J'ai peur qu'il ait une emprise sur lui et qu'il le manipule. En toute honnêteté, si vous entrez là, c'est à vos propres risques. À travers le monde, des villes et des villages apparemment sans histoire cachent des esprits torturés dans leurs murs. Des âmes brisées par le traumatisme, la souffrance et l'angoisse qui leur ont été infligées dans la vie et dans la mort. Les esprits torturés doivent être traités avec précaution, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ils sont dans cette boucle sans fin de devoir souffrir ou de faire souffrir les autres avec eux. Dissimulée dans une vallée du New Jersey, se trouve la ville pittoresque de Cedar Grove. Mais derrière sa façade idyllique, la tourmente et la terreur sont ancrées dans le passé complexe de la ville. Cedar Grove est une ville tranquille. On y fait de bonnes affaires. Les gens sont vaillants. Cedar Grove est une municipalité italo-américaine typique du New Jersey. On y trouve plusieurs pizzerias et délicatessen. Tout le monde se connaît, les gens restent ici, ils y élèvent leurs familles et leurs petits-enfants. En apparence, c'est très paisible. Mais en réalité, ça peut devenir un peu effrayant. Dans les forêts qui surplombent Cedar Grove, se dressent les vestiges imposants d'un établissement psychiatrique en ruine, connu localement sous le nom de Sanatorium Overbrook. Quand il a été construit à la fin des années 1800, il devait servir d'hôpital psychiatrique. À son point culminant dans les années 1950, l'Overbrook abritait des milliers de patients. Et le site avait sa propre centrale électrique, son abattoir et sa morgue. Ce n'était pas un endroit agréable. Certaines choses qu'ils ont faites ne seraient pas jugées acceptables de nos jours. Des thérapies par électrochoc, des lobotomies frontales et de l'hydrothérapie, où ils se servaient de jets d'eau à haute pression pour arroser des patients nus. À la fermeture du sanatorium en 2007, plus de 10 000 patients étaient décédés. Après des décennies de délabrement, le sanatorium a été rasé et la nature a repris ses droits. Mais plusieurs croient que les âmes défuntes de l'asile psychiatrique ne sont jamais vraiment parties. Quand on est près de l'endroit où se trouvait l'asile, il y a des zones plus denses dans la forêt. Et on peut parfois sentir que quelqu'un regarde par-dessus notre épaule. Je suis parfois allé là-bas et c'est un peu étrange. Ça peut devenir assez bizarre. Si Cedar Grove est hanté, le sanatorium en est certainement l'épicentre. Je regarde cette caméra ou l'autre? Cara Cilento vit à Cedar Grove depuis toujours. Ma maison est à environ 2,5 km de l'entrée d'origine qui mène à l'asile Overbrook. Cara vit encore dans la maison de son enfance avec sa femme Gail et leurs 2 fils. Mon fils Sam est un grand sportif et Kenny est un musicien dynamique. Quand vient le moment pour Cara de trouver une garderie, elle n'a pas à chercher loin. Elle trouve un endroit pour ses garçons au sein même de l'établissement le plus sombre de Cedar Grove. Jusqu'à la fermeture du sanatorium en 2007,
Il y avait une garderie sur la propriété où les gens pouvaient amener leurs enfants. C'est une photo d'eux. C'était leur premier jour au service de garde. En y repensant, je me demande si c'était la bonne décision. Il fréquentait depuis peu de temps la garderie du sanatorium quand j'ai commencé à remarquer de petits changements de comportement chez eux. Surtout chez mon plus jeune fils, Kenny. Un jour, je le ramenais de la garderie. Il touchait la vitre et il pointait un truc. Il interagissait avec quelque chose à l'extérieur de la voiture. Mais il n'y avait rien. Lorsque des patients s'échappaient de l'asile, on faisait retentir une corne de brume pour alerter les habitants de la ville qu'un patient avait disparu. Je ne serais pas surprise d'apprendre que des gens de Cedar Grove entendent encore cette corne de brume aujourd'hui. Après ce trajet en voiture, des événements étranges se produisent à la maison et Kara craint qu'ils aient ramené un autostoppeur fantomatique de l'asile. Je marche dans le couloir de la maison et j'entends tout à coup une conversation. J'ouvre la porte, je m'attends à voir les deux garçons dans la pièce en train de jouer par terre, mais je ne vois que Kenny assis dans un coin et qui parle à quelque chose que je ne peux pas voir. À ce moment-là, je commence à penser que cette chose a peut-être suivi les garçons quand je suis allée les chercher à la garderie du sanatorium et que peu importe ce que c'est maintenant dans la maison. Au début, l'entité ne communique qu'avec Kenny. Mais elle se fait bientôt connaître du reste de la famille. C'était une nuit normale et paisible. Kara et moi, on était au lit et on regardait la télévision. Les garçons étaient dans leur chambre. Et j'ai vu un mouvement du coin de l'œil. As-tu vu ça? Ça ressemblait à une silhouette sombre. Elle a passé sa tête dans l'embrasure de la porte et elle est retournée dans le couloir. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru après pour m'assurer qu'elle ne s'en prendrait pas aux garçons. Je suis allée dans le salon. Il n'y avait rien. J'ai vérifié la cuisine. Il n'y avait rien. J'étais terrorisée. L'âme torturée qui hante la famille de Kara intensifie ses activités dans la maison. J'étais allongée ici quand j'ai entendu un bruit sourd et des pas de course dans le couloir. Je croyais vraiment que c'était les garçons. Je leur ai crié de se calmer et de se taire. Mais ils ne m'ont pas répondu. J'ai regardé dans le couloir et j'ai vu un cadre photo. Et je me suis rendu compte que c'était une photo de Kenny. J'ai ramassé le cadre photo pour le rapporter et l'accrocher au mur juste ici.
cet automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que tu aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est ben du trop pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D. Tout découvrir. À Cedar Grove, dans le New Jersey, une résidente de longue date, Cara Salento, croit que des esprits échappés de l'asile Overbrook en ruine tourmentent sa famille. Le cadre est tombé et le verre à l'intérieur s'est brisé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis paralysée parce que je ne sais même pas ce que je viens de voir. Une semaine plus tard, alors que Cara prépare le repas pour sa famille, elle entend le bourdonnement inquiétant de mouches dans la cuisine. Une mouche est passée par-dessus mon épaule et s'est mise à bourdonner. Il n'y a jamais eu de mouche dans ma maison. Jamais. Je me suis retournée et soudainement, j'en ai vu une autre apparaître. Et je me suis mise à suivre ces mouches pour savoir d'où elles venaient. En regardant dans le garage, j'ai vu une nuée de mouches qui couvrait la porte. Ça m'a rendue malade. Et puis, tout à coup, elles ont formé une masse noire. Elles se sont déplacées tout en même temps. Et elles ont formé un visage. Puis, elles se sont lentement dirigées vers le plafond. Et j'ai alors découvert qu'elles se rassemblaient juste en dessous de la pièce où dormait mon fils Kenny. J'étais terrorisée. Je ne savais pas ce que ça signifiait pour lui. J'ai tout de suite couru à l'étage pour voir comment il allait. Et il allait bien. Il n'était même pas au courant de ce qui s'était passé. Je suis persuadée que cette chose qui s'est révélée à moi était une entité sombre avec des intentions malveillantes. Je ne savais pas quoi faire et vers qui me tourner. Je ne savais même pas à qui en parler. À qui aurais-je pu le dire? Maintenant qu'il est ici, cet esprit se sent parfois seul et en colère. Et il tient à nous faire savoir qu'il fait aussi partie de cette maison. Aujourd'hui, les deux garçons vont bien. Et Cara n'a pas l'intention d'être chassée par des esprits qui perturbent la sécurité de sa famille. On reste dans cette maison parce que c'est chez nous. Et on est à l'aise de partager notre espace avec n'importe quelle entité, tant qu'elle respecte leurs limites. Alors que les esprits de l'asile de Cedar Grove ont trouvé un nouveau lieu de repos, il y a, à travers l'Amérique du Nord, des esprits torturés qui marchent encore parmi les vivants. La petite communauté agricole de McVille est située à quelques kilomètres au nord d'Appleton, dans le Wisconsin.
Elle a été fondée dans les années 1850 par des immigrants irlandais et allemands, reconnus pour être des gens religieux et des travailleurs acharnés. L'auteur local Gavin Schmidt a écrit plusieurs livres sur sa sombre histoire. Macville est composé de terres agricoles. C'est un paysage plat à perte de vue. Plusieurs des familles d'origine qui s'y sont installées y sont encore aujourd'hui. Et elles cultivent toujours les mêmes terres que leurs ancêtres. Les gens de cette communauté ont une foi très profonde. Ils ont la gentillesse du Midwest et la famille est également très importante pour eux. Mais malgré son côté chaleureux et son charme du Midwest, Macville cache un sombre secret. Pendant plus d'un siècle, l'église Saint Edward et le bâtiment de l'autre côté de la rue sont au cœur de la communauté. Construit en 1877 par l'un des fondateurs de l'église, Michael Gaynor, le bâtiment sert de taverne, de magasin général et de résidence familiale des Gaynor pendant 5 générations. Ce bâtiment a connu sa part de morts. Il y a eu de multiples incendies et au moins 3 enfants sont décédés à cet endroit. Il y a eu au moins un suicide. Il ne se passe pas une décennie sans qu'un événement malheureux n'entraîne une mort inexpliquée ou prématurée entre ces 4 murs. Ce sont d'anciens bâtiments. Dieu sait ce qui s'est passé ici avant nous. J'essaie de rester ouvert à ce que les gens me disent et je reste confiant. Mais j'ai entendu des histoires. Les Gaynor, tant les vivants que les morts, sont toujours à Macville de nos jours. Il suffit de traverser la rue jusqu'au cimetière Saint Edward pour y voir les stèles funéraires. Gaynor, 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 jusqu'au bout de la rangée. Les esprits de la famille sont aux premières loges pour admirer leur héritage à Macville. Mais ils doivent maintenant endurer la torture de voir ce qu'est devenu leur propriété adorée. Sur le site de la taverne et de la maison familiale des Gaynor se trouve maintenant un bar de danseuses nues. Il est géré par l'ancien agent de sécurité Keg Gursky. Je suis le gérant de Bean Snappers, un bar de danseuses nues à Macville, dans le Wisconsin. Il est bien connu dans le coin. À 18 ans, c'est le premier endroit où on va. Vous semblez être dur à cuire. Je ne peux rien vous cacher. Est-ce que je peux avoir peur? Eh bien, si je me sens mal à l'aise, je peux sombrer dans une rage absolue. Je suis le genre de gars qui est reconnu pour toujours foncer quand les autres ont tendance à reculer. Peu de temps après ses débuts au bar, le courage de Keg est mis à l'épreuve par une rencontre terrifiante. C'était mon premier quart de travail comme gérant et j'étais seul. Quand j'ai vécu cette première expérience. Je désactivais les alarmes, j'allumais les lumières. Personne n'était censé être là. Les portes étaient verrouillées. J'ai déposé mes papiers. Et tout à coup, j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai regardé, il n'y avait rien. J'ai continué mon travail. Du coin de l'œil, j'ai vu un homme de grande taille. Les jeudis. Qu'est-ce que c'est? Ça donne la chair de poule, rien que d'y penser. Des phénomènes inexpliqués mettent vos croyances au défi. Il doit forcément y avoir une explication. J'ai senti les mains et les doigts. J'ai vraiment eu une peur bleue.
Je pense que ça pourrait être un des endroits hantés de la ville. L'histoire raconte que la prêtresse rôde dans la station de métro désaffectée pour la hanter. Les jeudis paranormaux, dès 20h, à Canal D. À McVille, dans le Wisconsin, le gérant d'un bar de danseuses nues, Keg Gursky, aperçoit une silhouette effrayante rôder dans l'établissement. Il mesurait 1,90 m, 1,98 m. Il portait un chapeau à large rebord. Le contour de sa silhouette était très net. Quand j'ai regardé, il n'y avait rien. Ça m'a vraiment troublé. Et j'ai commencé à fouiller frénétiquement le bâtiment. Je voulais être sûr que personne ne se cachait. Je croyais qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose. J'ai fouillé l'étage et allumé les lumières. Il n'y avait personne. J'étais de plus en plus exaspéré à mesure que j'avançais et que je réalisais qu'il n'y avait personne. En ce qui concerne l'homme au chapeau, c'est un esprit que plusieurs ont dit avoir vu. Et généralement, ça signifie que la personne qui l'aperçoit traverse une sorte de tourmente dans sa vie. Allons au sous-sol. J'entrerai le premier. Quelques jours après avoir vu la silhouette, Keg vit une expérience encore plus inquiétante. Je suis descendu pour essayer de faire fonctionner l'éclairage. Je suis venu ici et j'ai commencé à changer les sacs à canettes. La chute du bar là-haut fait tomber les canettes ici. Il faut fréquemment changer les sacs. Dans le sous-sol, il y a une porte surdimensionnée. Une lumière vive était allumée au centre de celle-ci. Et j'avais un mauvais pressentiment que j'essayais d'ignorer. J'ai changé ce sac, puis celui-là. Et en me dirigeant vers le dernier qui est là-bas, j'ai clairement vu une silhouette sombre dans la pièce. Et j'ai commencé à ce moment-là à lui crier des insultes. Va te faire foutre! Éloigne-toi, qu'est-ce que tu veux? J'étais enragé. Je ne savais pas ce que c'était et je me sentais menacé. Quelque chose ne veut pas de nous ici. Certaines personnes ont des nausées. On se sent malade physiquement. Je ne sais pas comment sera l'énergie ici, ce qui va se passer et si les lumières vont s'allumer. On ne sait jamais à quoi s'attendre après avoir vécu ce que j'ai vécu ici. Pourriez-vous nous emmener dans la pièce où vous avez vu la silhouette et nous donner une idée de... Vous en êtes sûr? Oui, donnez-nous une idée de cet espace. D'accord. On n'est pas obligé d'y aller si vous ne voulez pas. Ça va, venez. Attention à votre tête et où vous mettez les pieds. Ça n'a pas l'air si mal. Mais je n'y retournerai pas, même maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aime pas ça. Ça me fait bizarre. Je ne peux pas l'expliquer. Je commence à avoir froid. Je ne veux pas y retourner. De nombreuses choses étranges ont été vues à cet endroit par différents employés. En toute honnêteté, si vous entrez là, c'est à vos propres risques. Je crois qu'on devrait partir. Allez, mon vieux, allons-y.
Je n'aime vraiment pas ça. Ça suffit. Je suis surpris que les lumières soient allumées. Ça a fonctionné de se fâcher contre l'esprit? Oui. Et le mauvais pressentiment a vraiment disparu. Et c'est devenu mon réflexe quand je vois cet homme. Je commence à l'insulter. Fiche le camp, allez, va-t'en, laisse-moi tranquille, et il s'en va. Parfois, des âmes torturées sont des êtres vivants, et ceux-ci semblent plus réceptifs à des liens spirituels. Et il arrive que des âmes torturées de personnes décédées soient attirées par ces gens en raison de leur énergie. En face du cimetière de la ville, la silhouette sombre dans le bar apparaît à Keg de plus en plus souvent. Les esprits y prennent goût et commencent à faire peur à d'autres membres du personnel. J'ai été barmaid pendant de nombreuses années ici avant de devenir gérante. J'étais proche des filles. Chaque après-midi, avant qu'elles montent sur scène, elles allaient dans la loge pour se préparer et se maquiller. Un jour, une danseuse était en train de se maquiller devant le miroir quand elle a vu... Les lundis, la révolution technologique n'a cessé de transformer le monde. On n'est plus très loin de téléporter Wascoti. On pourra habiter à un endroit et travailler à 100 ou 200 km de chez soi. Les engins sont littéralement les véhicules possédant l'accélération la plus rapide de la planète. Point final. C'est un trésor caché. C'était comme dans le château de Frankenstein. Suivez les plus récentes avancées au Lundi Science, dès 19h, à Canal D. Les danseuses nues d'un établissement à McVille dans le Wisconsin voient fréquemment apparaître une femme terrifiante. Elle a vu une femme plus âgée la regarder. Quand elle s'est retournée, elle avait disparu. Les danseuses étaient vraiment très effrayées. Certaines ne sont plus revenues parce qu'elles avaient trop peur d'être ici à cause de cette femme. On raconte qu'une membre de la famille Gaynor s'est suicidée dans la partie du bâtiment qui sert maintenant de bar de danseuses. Keg croit que son esprit désapprouve la fonction actuelle de cet espace. La famille qui possédait cette propriété pendant 5 générations était très religieuse. Et quand la religion entre en jeu, il en découle des occasions favorables à des activités paranormales. Ces esprits sont torturés par le comportement des autres. Et de leur vivant, ils n'auraient certainement pas voulu d'un bar de danseuses sur leur propriété ou à proximité. Inquiet de l'effet que les entités ont sur les danseuses, Keg engage l'enquêteur de phénomènes paranormaux Barnaby Jones pour communiquer avec les esprits du bar. Très souvent, on organise des séances avec des boîtes à esprits. On s'en sert pour poser des questions. On a installé différents équipements le long de la scène. C'est devenu très silencieux. Et de la boîte à esprit,
On a entendu une voix. Sortez, partez, il revient. Et à ce moment-là, une par une, chaque pièce de l'équipement, de l'arrière à l'avant, s'est éteinte. Une sombre entité est sortie de ses salons privés et s'est dirigée vers nous. On a tenté de communiquer avec les autres esprits présents. On leur a demandé « Est-ce l'homme au chapeau? S'agit-il de la silhouette sombre que les gens voient ici ?» Et on a obtenu un oui. D'après ce qu'on a compris, cette sombre entité n'est pas l'âme d'une personne, mais d'un être plus sinistre qui est venu dans ce bar de danseuses pour se nourrir de l'énergie qui est ici. On dirait que les énergies de cet établissement se nourrissent de la peur ressentie par Keg. Se battre ou prendre la fuite est tout à fait naturel, et Keg sent qu'il doit se battre. Les esprits se nourrissent de tout ça, surtout ceux qui ont de mauvaises intentions. On dirait que ces entités ne se manifestent qu'à certaines personnes. Elles nous poussent à combattre les démons qu'on a déjà tenté de surmonter. D'un point de vue philosophique, je suppose. On sait qu'il y a eu des décès et un suicide à cet endroit. On sait qu'il y a eu des deuils et ça a probablement des répercussions sur Macville. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est que les esprits, les fantômes et les choses inexplicables, il vaut mieux les trouver amusants qu'effrayants. Et si on est mort, pourquoi ne voudrait-on pas demeurer pour l'éternité dans un bar de danseuses nues? C'est stupide d'avoir dit ça. Désolé. Tandis que des esprits torturés à Macville se nourrissent de l'énergie des vivants pour devenir plus forts, à plus de 600 km de là, certains esprits sont prêts à tout pour que leur souffrance prenne fin. Chaque jour, plus de 40 000 personnes traversent la rivière entre Détroit et la ville frontalière canadienne de Windsor. Mais les relations n'ont pas toujours été aussi amicales. Pendant des siècles, des colons, des révolutionnaires et des bandits se sont disputés le contrôle de ce lucratif passage de la rivière. L'eau est un important élément pour des activités paranormales. Alors, ce n'est pas surprenant, compte tenu de l'histoire de la région et à quel point son énergie est troublante, que Windsor soit le genre de ville qui produit des esprits torturés. Des générations d'immigrants ont traversé cette frontière, voyageant vers l'ouest avec l'espoir d'une nouvelle vie. Mais les conditions sont parfois difficiles. En juillet 1854, Windsor est le théâtre d'un horrible drame. Un train dangereusement bondé, transportant des familles entières d'immigrants européens, est en route vers la frontière de Windsor. C'était l'été, il faisait beau et chaud. Il n'y avait qu'une porte, pas de fenêtre. Les gens voyageaient dans un sauna. Un des passagers est mort du choléra. Le choléra est très contagieux. Et dans un train bondé, cette maladie mortelle se propage rapidement. On raconte que lorsqu'ils sont finalement arrivés à Windsor, ils ont ouvert cette unique porte et des corps sont carrément tombés. Des bénévoles ont creusé une fosse commune. Ils y ont déposé les cadavres et ils sont partis. À ce jour,
Ces corps sont enterrés quelque part sous terre, à Windsor, dans une fosse anonyme. On ne sait pas exactement où ils sont. Ces immigrants ont été oubliés. Ils n'ont eu droit à aucun rite funéraire. Et ils passeront le reste de leur temps à errer, cherchant une certaine façon de tourner la page. C'est exactement comme ça qu'on crée une âme qui va être torturée pendant des siècles. Les résidents de Windsor sentent encore ces esprits torturés parmi eux aujourd'hui. Il se passe des choses par ici. J'ai vécu des expériences. J'ai vu l'ombre d'une entité qui mesurait environ 2,5 mètres. Je crois que plusieurs d'entre eux sont des gens qui se sont perdus. Ils sont coincés ici maintenant. Ils n'ont nulle part où aller. Comme des générations avant elle, Brenda McLaughlin est venue s'installer à Windsor pour entamer une nouvelle vie. Son mari John et elle ont emménagé dans une maison à rénover dans un quartier familial. Dès que je suis entrée ici, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Je ne savais pas trop pourquoi, mais j'avais hâte d'en faire une maison habitable. Après avoir fait la décoration et les travaux de construction, on avait enfin l'habitation qu'on voulait tous les deux. Mais je ressentais encore ce malaise. Cette chose fait encore partie de la maison. Après avoir emménagé, plusieurs événements étranges perturbent Brenda dans sa nouvelle maison. C'est une soirée comme toutes les autres. On regarde la télévision. Tout à coup, j'entends des voix d'enfants. On essaie de les entendre, de les écouter. Mais je ne sais pas d'où elles viennent. Du salon, des murs. Une chose est sûre, ça vient de l'intérieur. Les voix sont de plus en plus fortes. Je peux les entendre crier. Je veux que ça s'arrête. Quelle est la meilleure alimentation pour sustenter un héros en quête de victoire? Quoi? J'ai un régime particulier. Il a faim. Ouais, ça c'est... Délicieux. C'est des fibres qu'il te faut pour évacuer ça. Pour braver l'adversaire, il est impératif d'avoir une diète équilibrée. On vous propose un menu gargantuesque à votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D. Les esprits de personnes torturées par une mort violente hantent Brenda McLaughlin à Windsor, en Ontario. J'ai l'impression que ces enfants sont en danger. Je sens que je dois les aider. Mais je ne sais pas où ils sont. Il a fallu que je sorte de là. Je ne voulais plus entendre leurs cris. Les gens crient. Ils le font quand ils ont peur et qu'ils ont besoin d'aide. C'est l'exemple parfait d'un esprit torturé. Et que Brenda puisse entendre ça, d'autant plus qu'il est clair qu'il s'agit d'enfants, est quelque chose de vraiment terrifiant. Brenda apprend que sa voisine Christy, qui a grandi dans cette maison, y a également fait des rencontres terrifiantes. Presque chaque personne qui entre ici est témoin d'un phénomène paranormal. Il se passe toujours quelque chose dans cette habitation. C'est l'escalier qui mène à la chambre à coucher plus bas. Cette pièce, c'était ma chambre quand j'étais adolescente. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Je suis sortie du lit. J'ai traversé la pièce jusqu'à la commode. J'ai bu un verre d'eau et quand je me suis retournée pour aller me recoucher,
il y avait une femme debout devant moi. J'ai crié. Je ne suis pas certaine de savoir qui elle est. Elle est peut-être liée à quelqu'un qui a vécu dans cette maison ou sur cette terre avant qu'on y construise des habitations. Je ne sais pas trop. Voudriez-vous me parler de votre mère? C'est extrêmement émouvant pour moi d'en parler, parce que je suis quelqu'un qui aime aider les gens. Alors, quand je ne peux pas le faire, je trouve ça lourd et ça me chavire. Brenda n'a pas pu aider les esprits torturés d'enfants qu'elle a entendus crier chez elle. Mais elle a trouvé une autre façon d'aider. Elle s'est occupée de sa mère pendant ces derniers jours. Ma mère est venue vivre avec John et moi, pour le temps qu'il lui restait. On l'a installée dans la chambre d'amis que j'ai aménagée pour qu'elle soit agréable et confortable. Ce jour-là, je faisais la lessive et j'avais sorti ce tapis. Je l'ai étendu dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, j'y suis revenue pour autre chose et dès que je suis entrée, j'ai vu l'empreinte de pied. Mais qu'est-ce que c'est? On peut vraiment voir le contour de l'empreinte de pied. J'ai mis mon pied à côté et c'était bien plus grand que le mien. Vous remarquerez qu'en mettant tout mon poids sur ce tapis, je ne laisse pas d'empreinte. Vous voyez, je ne laisse pas d'empreinte. Et sur les photos que je vous ai montrées, elles sont très nettes. J'en suis venue à la conclusion que l'entité se tenait là quand j'ai vu l'empreinte. Elle était dans la pièce avec moi. Elle se tenait à côté de ma mère. Elle attendait qu'elle rende son dernier souffle pour l'amener avec elle. Une personne en soins palliatifs ou mourante à la maison peut avoir un effet sur des activités paranormales. Les esprits torturés sont attirés par la mort. Si l'entité qui se tient près de la mère de Brenda est une des victimes du choléra, c'est possible qu'elle soit attirée par ça. Ce qui est certain, c'est que depuis que ma mère était avec nous, les choses avaient empiré dans cette chambre. Je venais vérifier au milieu de la nuit. Les oreillers et les couvertures étaient tous au bout de la pièce. Regardez comme c'est pesant. Ces oreillers sont lourds. C'est vrai. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Elle ne pouvait même pas tenir une tasse de café. Ça ne pouvait pas être elle. J'avais peur. Je sentais que je devais protéger ma mère de cette chose, peu importe ce que c'était. Sa mère a besoin d'assistance 24 heures sur 24. Alors Brenda engage des infirmières pour l'aider à en prendre soin. Ces femmes détectent immédiatement une présence inquiétante dans la pièce. L'infirmière de nuit m'a demandé si j'acceptais qu'elle prie pour ma mère. J'étais reconnaissante qu'elle prenne le temps de le faire. Le lendemain matin, l'infirmière de jour est arrivée pour s'occuper de ma mère. Elle a entendu frapper.
elle a vu une silhouette sombre se déplacer rapidement d'un côté à l'autre de la pièce. La Bible, qui était ouverte, s'est envolée et a atterri sur le plancher, fermé. Quand on voit quelque chose comme un livre religieux s'envoler des étagères ou être renversé, il peut s'agir d'esprits qui sont attirés au chevet d'une femme mourante. La fermeture de ce livre peut être vue comme la métaphore d'une vie qui se termine et qui s'ouvre à une nouvelle existence spirituelle, une autre trajectoire ou un autre royaume. Peu de temps après, la mère de Brenda s'éteint paisiblement. Il ne s'est rien passé depuis son décès. Plus d'empreintes de pas sur le tapis. Il règne maintenant un sentiment de paix dans cette chambre. Des villes comme Cedar Grove, Mackville et Windsor sont remplies d'esprits torturés qui veulent nous faire ressentir leur douleur et leur angoisse. Mais on en trouve partout dans le monde. Certains d'entre eux ne désirent peut-être pas partir, mais il est possible de les guider vers la lumière.